Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Vous voulez savoir? Eh bien, parlons vrai ce matin avec Christian Estrosi, maire de Nice et vice-président d'Horizon. Bonjour Christian Estrosi. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Alors, nous allons publier, et nous publions depuis hier, le premier sondage des Européennes, sondage quotidien sur les européennes, IFOP, Fiducial, pour LCI, Le Figaro et Sud Radio. Nous sommes associés. Je vous donne les chiffres. Participation 44%, 32% pour Bardella, 19% pour Valérie Hayé, 11% pour Glucksmann, 7,5% pour Manon Aubry et François-Xavier Bellamy, 6,5% pour Marie Toussaint, 6% pour Marion Maréchal et 3% pour le communiste Léon Desfontaines. Est-ce que Valérie Hayé souffre de l'impopularité d'Emmanuel Macron? Je n'en suis pas certain. Je pense que nous sommes un peu dans la même configuration qu'aux dernières élections européennes, où nous avons vu la liste de la majorité présidentielle qui a un peu souffert sous les mêmes formes, avec des écarts qui étaient un peu moins significatifs, mais qui étaient malgré tout très significatifs par rapport à ce qu'était le Front National à l'époque. Et aujourd'hui, je pense qu'avec l'entrée en campagne... ça patine quand même, ça patine. Oui, mais c'est le président de la République lui-même qui va porter la campagne des Européennes. Il va rentrer en campagne ? Il va rentrer en campagne, naturellement. Et puis nous allons tous rentrer en campagne. La campagne n'a pas vraiment commencé. Oui. Moi, je sais que je suis un pro-européen convaincu, qu'avec Édouard Philippe, on va constituer dans cette liste de la majorité l'aile droite, héritière de cette droite européenne gaulliste, du RPR, de l'UMP, et que nous allons y apporter notre valeur ajoutée. Aujourd'hui, il faut s'engager à fond pour dire qu'il n'y a pas 36 choix possibles. S'engager à fond pour l'Europe. Et je vous dis ça parce que est-ce qu'aujourd'hui Valérie Hayé, la majorité, parle trop du Rassemblement national et pas assez d'Europe? Mais aujourd'hui, ce qu'il y a de terrifiant, c'est qu'il y a ceux sur la scène politique qui passent leur temps à essayer de dire pourquoi ils sont contre et contre quoi ils sont pour, plutôt que de faire du positivisme. Bon, il y a un autre sondage qui est très intéressant, qui dit que par rapport aux dernières élections européennes, il y a 6% de citoyens français qui se sentent plus européens que la dernière fois. Pourquoi ? Parce que, je dirais que ça s'est amorcé déjà avec la crise des subprimes sous Nicolas Sarkozy, où l'Europe nous a sauvés entre 2009 et 2010. Ensuite, prolongé par la gestion de la crise du Covid, la vaccination, où tout le monde a bien pris conscience que nous n'aurions pas été protégés comme nous l'avons été au plan sanitaire sans l'Europe. La crise économique, de la même manière, nous avons réussi à la surmonter grâce à l'Europe. Et enfin, la guerre en Ukraine, pour ne prendre qu'un dernier exemple, qui démontre que si nous réussissons à faire face plus ou moins unis à un danger malgré tout de l'invasion russe en Ukraine, c'est parce qu'il y a une Europe protectrice. Et face à ça, il faut pas hésiter. Naturellement que l'Europe a encore une technostructure qui est trop puissante, qui peut inquiéter et qui moi-même ne m'enthousiasme pas. Mais on sait que c'est en pesant à l'intérieur de l'Europe qu'un jour on aura une véritable Europe politique, en élisant un vrai président européen politique, avec un vrai gouvernement politique. On souhaite faire de la politique et avoir une Europe qui réponde à nos aspirations politiques. Mais pour ça, il faut peser dans l'Europe. Si pour peser dans l'Europe, vous envoyez majoritairement au sein de l'Union européenne des parlementaires anti-européens, vous ferez pas progresser l'Europe. Bien, Christian Estrosi, parlons en quelques mots d'Édouard Philippe, de votre parti Horizon. Vous êtes vice-président du parti, numéro 2 du parti d'Édouard Philippe, c'est clair. D'abord, un mot sur les perquisitions à la mairie du Havre, mercredi, dans le cadre d'une enquête du parquet national financier qui vise notamment Édouard Philippe pour des soupçons de conflit d'intérêts autour d'un marché public. Édouard Philippe n'a rien à se reprocher ?
Oh non, absolument rien. Nous voyons bien aujourd'hui que pour le moindre signalement, et ça fait partie du droit français, vous savez, personne n'en est exonéré. La plupart des grandes collectivités de France, à leur tour, ont droit à un signalement qui donne lieu à l'ouverture d'une enquête préliminaire. J'y ai eu droit quelques fois. Édouard Philippe y a droit aujourd'hui. La plupart des grandes collectivités y ont droit. C'est normal que la justice, sur des signalements, aille vérifier les choses. Mais en aucun cas nous voyons que cela n'a pu affecter son image, bien au contraire. Je crois qu'il y a une grande confiance autour de la personnalité d'Édouard Philippe. Il prépare sa candidature pour la présidentielle de 2027. En tout cas, dans la majorité, dans le bloc central où nous constituons avec Édouard Philippe, je dirais la sensibilité de droite, plutôt de filiation gaulliste, RPR, UMP, chiracienne, juppéiste, sarkozyste, puisque je dirais que il est issu de la filière juppéiste et moi sarkozyste, et nous avons su faire cette addition. Aujourd'hui, nous sommes une droite européenne et mais vous préparez sa candidature pour 2027, c'est clair. C'est absolument clair. En même temps, nous savons très bien qu'il est beaucoup trop tôt. Oui, pour se déclarer, mais bon, c'est comme si vous étiez déclaré. Et que nous n'aurons pas le choix, le moment venu. Vous ne reculerez pas. De nous ranger et de veiller à ce qu'il y ait d'entrée de jeu un bloc central le plus large possible pour garder les extrêmes, qu'ils soient de droite ou de gauche, sur les côtés. Et donc je sais aussi qu'il y a une grande part de raison chez Édouard Philippe. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'immédiateté. Nous réfléchissons, transition, éducation, santé, sécurité, immigration, qui sont les grands sujets de demain. Et bientôt vos propositions, justement. Et nous les déclinons petit à petit avec des pôles idées qui nous font avancer, en même temps que je m'occupe beaucoup du maillage territorial avec un très grand réseau de maires très implanté. Bien, est-ce qu'il est temps maintenant, pour vous, Horizon, Édouard Philippe, de se démarquer de la politique conduite par Emmanuel Macron? Mais il n'y a aucune raison de se démarquer. Regardez, lorsque avec Jacques Chirac, avec Jean-Pierre Raffarin, avec Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy, nous avons fondé l'UMP. Il y avait des tendances diverses et variées, des libéraux, des centristes, des gens plus souverainistes. Aujourd'hui, nous appartenons à un courant de pensée qui, à mon avis, peut-être majoritaire dans la majorité présidentielle, et à un moment, parce que la France est de plus en plus à droite, mais en même temps très ouverte aux idées européennes, au progrès. Voilà, nous avons aujourd'hui un courant de progrès contre un courant un peu de régression dans cette campagne européenne, où nous allons jouer le rôle qui doit être le nôtre pour permettre à la majorité présidentielle de faire le meilleur résultat possible. Deux questions. Motion de censure du gouvernement déposée par LR, vous y croyez ? Je n'y crois absolument pas. Mais pourquoi ? Alors, absolument pas. Pourquoi ? Parce que si naturellement celle-ci aboutissait, je laisse peu de chance au LR pour pouvoir revenir avec ne serait-ce que la moitié des députés dont il dispose aujourd'hui. Mais par contre, je peux vous dire que pour avoir de très bonnes relations avec ce qui a été ma famille et qui le reste dans mon cœur, et qui le reste dans mon cœur parce que je ne trahis pas mes idéaux. J'ai beaucoup d'amis au sein d'LR qui aujourd'hui commencent à hésiter. On sent un pacte de gouvernement. On sent bien qu'il y a des LR extrêmement radicalisés à droite qui sont prêts à franchir le pas vers les extrêmes. Et puis d'autres qui restent sur des positions extrêmement raisonnables et qui ont envie de partager, au contraire, une politique de réforme dont notre pays a besoin à travers une majorité. Vous appelez un pacte de gouvernement avec LR ? Mais j'ai toujours appelé à une coalition, un pacte de gouvernement. Mais la France a besoin d'être réformée. On va pas en perdre encore les 2 ans et demi qui nous restent. On va en parler. Et nous voyons bien que de ne pas avoir une majorité absolue et simplement une majorité relative,
relative ne nous permet pas de faire les grandes réformes structurelles dont notre pays a besoin. Il faut accélérer, il faut avancer, et la France a besoin d'avoir une majorité qui nous permette vraiment de rentrer dans un cycle de réformes économiques, d'abord sécuritaire, immigration aussi, où nous voyons bien que la dernière loi immigration n'a pas porté tous les fruits que nous souhaitions, qui nous permettent d'avancer plus vite. Christian Estrosi, les finances publiques, vous êtes en partie responsable. Enfin, Édouard Philippe est en partie responsable. Hein. Il était le Premier ministre du quoi qu'il en coûte. Hein, ne l'oublions pas. Donc, c'est finalement la dette. La dette, c'est un échec collectif. Je vous sens très taquin en faisant cette référence. Mais je dirais simplement je suis réaliste. Édouard Philippe a été le Premier ministre qui a eu à gérer la crise du Covid, qui a eu géré la crise du Covid au plan sanitaire, qui a eu à gérer la crise du Covid au plan économique. Et nous sommes le pays de l'Union européenne qui, sur ces deux sujets, s'en est le mieux sorti. Tout le monde le reconnaît. Bon, donc naturellement, tout cela a fait monter la dette. Pour autant, aujourd'hui, ceux qui ont en charge la gestion de la dette ne doivent pas confondre rigueur et austérité. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, alors je vais vous poser des questions précises, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un ministre des Finances qui dit qu'il n'est pas question d'augmenter les impôts? Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Mais naturellement que je suis d'accord avec lui. Il n'est pas question d'augmenter les impôts, mais il n'est pas question non plus de ralentir l'investissement, parce que c'est un cercle infernal. Si vous ralentissez l'investissement, vous perdez de l'emploi, vous perdez de la croissance, vous n'avez plus suffisamment de moyens à investir dans l'innovation. Or, la clé de la croissance aujourd'hui, c'est l'innovation. On ne peut pas avoir prétendu qu'on veut dans le nucléaire civil, qu'on veut dans les nouvelles technologies, qu'on veut sur l'intelligence artificielle, qu'on veut dans l'imagerie. Donc il faut rester ambitieux, mais il faut faire des économies, Christian Estrosi, pour pouvoir continuer à investir. Je me rappelle de quelqu'un qui parlait dégraisser le mammouth. Dégraissons toutes les charges de fonctionnement du gouvernement qui nous coûtent beaucoup trop cher. Supprimons un certain nombre de normes qui emploient beaucoup trop de monde dans les couloirs des ministères. Décentralisons plus, puisque je vous le rappelle que 70% de l'investissement public, ce sont les collectivités. Quand je sais qu'aujourd'hui, Bruno Le Maire va recevoir les représentants... Est-ce que vous pensez que le gouvernement va vous faire les poches? Pardon pour cette expression un peu familière. On ne se laissera pas faire les poches. Voilà. Aujourd'hui, c'est très clair. Le gouvernement doit au contraire faire des efforts supplémentaires pour nous accompagner. On ne peut pas nous dire tous les jours... Mais vous avez des réserves, vous avez 35 milliards d'euros de réserves, paraît-il, les collectivités. Non. Il y a d'abord un problème Paris-Province. Oui. D'accord, je veux le dire. Alors allez-y. Ah non, mais c'est important. Mais bien sûr, bien sûr. On nous dit croissance verte, transition, c'est une exigence. Et d'ailleurs, je remercie le président de la République d'avoir obtenu auprès des Nations Unies que Nice accueille le 3e sommet de l'océan après New York en 2017 et Lisbonne en 2022 à Nice en juin 2025. 70% de la planète bleue à protéger de la biodiversité et de la montée des eaux qui va affecter le trait de côte dans les 30 années qui viennent. En même temps, on nous dit qu'il faut faire baisser les émissions de CO2, de NOx, de particules fines, etc. Il n'y a pas 36 solutions. Ça veut dire qu'il faut décarboner de tous les côtés. Il faut renaturer les sols, etc. Quand vous voyez qu'en Île-de-France, dans la dernière loi de finances, sur le versement mobilité-transport, c'est-à-dire la part à laquelle les entreprises de plus de 11 salariés doivent contribuer pour financer les transports publics, qui accompagne aussi tous les matins des salariés en masse. On leur a accordé de passer d'un taux de 2,9 à 3,2 et qu'on laisse plafonner toute la province à 2, avec Toulouse, avec Bordeaux, avec Lille, avec Nantes. C'est-à-dire qu'il y a Paris est Marseille favorisé. et Nice.
Mais c'est inacceptable. Alors que j'ai 2 ou 3 lignes de tramway de plus à construire chez moi, si vous demandez d'être traité de la même manière. Si on me passait au même niveau que l'Île-de-France, je pourrais construire en moins de 4 ou 5 ans 2 lignes de tramway de plus qui nous permettraient de faire baisser encore de 5 ou 6% les émissions de gaz à effet de serre. Bon, il faut savoir ce qu'on veut. On peut pas nous parler de transition tous les jours et en même temps ne pas accorder le même traitement à l'Île-de-France et à la province. Alors, un mot sur la durée d'indemnisation des chômeurs. C'est l'une des idées du gouvernement. Nous en saurons plus aujourd'hui. De 18 à 12 mois, vous êtes favorable à réduire cette durée d'indemnisation ? Mais naturellement, je suis tout à fait favorable. C'est une très bonne mesure que propose Gabriel Attal. Oui. Voilà, maintenant, ça suffit. Je vois bien les excès auxquels nous sommes confrontés. Le manque d'emploi dont nous disposons dans une ville comme la mienne, sur l'hôtellerie, la restauration et même dans l'industrie en général, dans le commerce. Il y a de véritables excès et je trouve que ça c'est une véritable source d'économie 12 mois qui permettrait de remettre au travail un certain nombre de gens qui abusent un peu trop des avantages sociaux qui leur sont accordés. 12 mois au lieu de 18 ? 12 mois ? C'est un bon chiffre. Moi, je trouve que c'est un chiffre très raisonnable. Bien, le logement social, est-ce que vous demandez un assouplissement de la loi SRU ? Je rencontrais récemment le ministre du Logement et nous allons sur un certain nombre de points dont nous sommes à l'origine de propositions vers une réforme avant le mois de juin, où le logement intermédiaire pourrait rentrer en compte, où nous pourrions là aussi, notamment dans les partenariats avec le monde de l'entreprise, avec les centres hospitaliers universitaires, avec la police, où nous avons besoin d'accueillir des fonctionnaires qualifiés et qui souvent rechignent à venir en province parce que les logements sont trop chers et qui en plus arrivent sur des listes d'attente où les préfets décident de prendre des cas d'allo là où les maires, in fine, n'ont qu'une petite quote-part de 10 ou 15% sur lesquels ils peuvent arbitrer. C'est nous qui finançons les logements, c'est nous qui sommes sanctionnés si nous n'atteignons pas les taux de réalisation de logements sociaux différents, et ce n'est pas nous qui sommes maîtres de l'attribution. Eh bien, je trouve que l'évolution que propose aujourd'hui Gabriel Attal et le ministre Kasbarian pour le logement, si cette réforme intervient avant la fin du mois de juin, comme il me l'a laissé entendre, ce serait une très bonne formule. Eh bien, nous en saurons plus puisque le ministre Kasbarian sera avec nous vendredi, ici même, à votre place. Christian Estrosi, la violence. Vous avez mis en place beaucoup de choses dans votre ville. Violence dans les établissements scolaires et autour des établissements scolaires. Qu'est-ce que vous demandez au niveau national ? Est-ce que vous demandez l'application de mesures prises chez vous, dans votre ville, au niveau national ? Bon, d'abord, je ne suis pas le ministre de l'Intérieur, mais je reconnais que le ministre de l'Intérieur, aujourd'hui, mène un combat difficile. La violence, c'est l'éducation, c'est naturellement la sécurité publique et le ministère de l'Intérieur, c'est la justice. Je me réjouis que le lancement du Beauvau des polices municipales, par exemple, qui est une grande première et qui s'est tenue à la place Vendôme au ministère de la Justice, où les deux ministres sont totalement en phase, là où je suis président de la Commission nationale des polices municipales, est vraiment décidé de franchir un grand pas en avant pour donner aux maires beaucoup plus de pouvoir. De nouvelles compétences. Par exemple, accès aux fichiers de police. D'abord des compétences judiciaires. Oui. C'est-à-dire au moins accorder à minima à nos directeurs de police municipale un statut d'officier de police judiciaire, si ce n'est nos directeurs adjoints, qui épargneraient de lourdes procédures à la police judiciaire nationale et nous permettrait sur des flagrants délits immédiats de conduire nous-mêmes les procédures et d'être beaucoup plus efficaces. C'est ensuite naturellement la lutte contre le harcèlement. Quand on voit le cas de Samara qui a été
tabassé dans un contexte communautaire sur un cas signalé. Nous venons de signer avec Madame Belloubet la première convention entre le rectorat et une grande ville dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Madame Belloubet vient l'illustrer d'ailleurs en me rendant visite vendredi à Nice, et nous voulons, là où nous mettons nous-mêmes des policiers municipaux à l'intérieur de l'école, c'est une exception à Nice, que de faire cela, montrer que la présence de la police, la présence de réseaux, de caméras de vidéosurveillance dans et à l'extérieur de l'école. Il devrait y avoir des caméras de surveillance dans toutes les écoles de France ? Moi, j'estime que non pas pour visualiser l'activité de l'école, mais avec les boutons d'alerte dont nous disposons à Nice et qui sont confiés au directeur d'école pour qu'au moindre signalement, il puisse appuyer et que ça déclenche vers le centre de supervision urbain pour voir ce qui est en train de se passer pour pouvoir intervenir immédiatement. Aujourd'hui, ce sont autant de sujets où nous ne devons pas reculer, surtout avec un niveau d'alerte attentat, où nous savons sur les réseaux sociaux que ce sont les enfants et les écoles qui sont les plus menacés, qu'aujourd'hui on fasse vraiment de l'école un sanctuaire de la République. D'ailleurs, je parlais des réseaux sociaux, mais là aussi, il me semble qu'il faut en finir avec cette acceptation à l'égard des grandes plateformes américaines que l'anonymat soit entretenu sur ces réseaux sociaux. Vous demandez la levée de l'anonymat. Il faut exiger qu'une pièce d'identité soit déposée pour ouvrir un compte en matière de réseau social, pour pouvoir, dès qu'il y a un signalement qui est fait, pouvoir interpeller, intervenir, mener les investigations nécessaires sur la personne concernée. J'ai 2 questions encore. Il nous reste 1 minute 30. Le préfet à Nice, Hugues Moutou, a ordonné une fermeture définitive du collège privé musulman Contrat à Vicenne, le 6 juillet, je crois. Oui. Vous vous en réjouissez ? Je le réclamais depuis de nombreuses années. Il y a un manque de transparence sur le financement d'un collège qui est sans contrat d'association avec l'État, donc avec l'éducation nationale. L'éducation nationale doit être la même pour tous, y compris dans les établissements privés. C'est un établissement qui n'a pas voulu se ranger à cette règle. C'est une bonne décision du préfet, je la soutiens. Et puis le Proche-Orient, Emmanuel Macron, c'est l'actualité. Emmanuel Macron, le président égyptien et le roi de Jordanie appellent dans une tribune un cessez-le-feu immédiat à Gaza et affirment leur volonté de faire aboutir la solution à 2 États. Vous appuyez ? Naturellement, je suis pour un cessez-le-feu, mais je veux dire très clairement les choses. Aujourd'hui, vous savez que vous avez quand même un sondage du CRIF qui dit que 67% des Français considèrent que tant que les otages n'auront pas été libérés, il n'y a pas de légitimité réelle à un cessez-le-feu. Et je partage complètement cette position. Mais s'il y a libération d'otages, il doit y avoir cessez-le-feu. J'ai une pensée pour toutes les victimes. Pour toutes les victimes civiles, parce qu'une victime civile, quelle qu'elle soit d'un côté ou de l'autre, c'est une horreur. Et la guerre est toujours une horreur. Mais là, on n'est pas dans une guerre entre 2 pays. On est à la suite d'un pogrom du 7 octobre dernier, qui, depuis l'ère de la Shoah, ressemble vraiment à une volonté antisioniste qui camoufle un antisémitisme profond. Et donc, naturellement, je suis engagé de toutes mes forces contre un ennemi commun qui est le terrorisme, celui du Hamas. Mais le Hamas, Daesh, l'État islamique, qui ont frappé sur la promenade des Anglais un 14 juillet 2016. C'est la même menace pour toutes les grandes nations démocratiques ou certaines moins démocratiques comme la Russie il y a quelque temps de cela dans une grande salle de fête. Pour nous. Et donc, si Israël réussit à éradiquer totalement le Hamas, c'est une protection pour nous aussi. Donc les soldats israéliens se battent pour les Français à Gaza. Je dis, pour la sécurité des Français. Je dis à Hatzal qui prend des positions extrêmement courageuses, et quand je vois l'horreur, les souffrances, les images, puisque moi j'ai visualisé des images épouvantables du 7 octobre dernier, que le devoir des Palestiniens eux-mêmes, s'ils veulent qu'un jour il y ait un accord, c'est de contribuer eux-mêmes à l'éradication du Hamas, et pas de s'en montrer complice. Mais est-ce que l'armée israélienne se bat pour notre sécurité à Gaza ?
Mais naturellement, je vous le redis, lorsque l'armée israélienne se bat pour éradiquer le Hamas, elle se bat pour éradiquer l'islamisme qui nous menace au quotidien. Merci Christian Estrosi d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio, 0826 300 300. Après les infos, vous réagirez, puis nous parlerons de l'actualité en général. Je vous attends avec grand plaisir. À tout de suite.